Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Baby Shack au rapport pour faire un point du coup sur le marché et surtout sur Bitcoin. Donc il y a pas mal d'infos intéressantes qui ont circulé la semaine dernière, j'ai pas eu le temps d'y revenir, donc j'y reviens maintenant parce qu'il me semble que c'est quand même important. Notamment toute la polémique autour de Jane Street, donc j'ai vaguement regardé effectivement ce qui était reproché à cette petite institution financière obscure dont personne n'avait jamais entendu parler. Et je dois avouer que pour moi, c'est 100% du bullshit. Donc a priori, voilà, c'est l'institution qui se permettait de vendre des cryptos et de liquider pas mal de gens en longue pour pouvoir du coup racheter leur position et du coup acheter de vrais BTC. Et ils ont fait ça pendant tout le DOM de BTC et c'était surtout à chaque fois à la même heure. Donc c'était un pattern que tout le monde pouvait observer autour de 10 heures du matin. 10 heures du matin évidemment, heure US. Donc ça correspond en fait à, allez, plus ou moins 16 heures, 16h30 j'imagine chez nous, en France en tout cas. Et là où ça m'a bien fait rire, c'est que justement, 10 heures, bah, c'est bien connu, pour les traders en tout cas qui tradent en intraday ou qui scalpent, que 10 heures, en fait, c'est la kill zone de New York. C'est-à-dire que New York ouvre normalement dans ces horaires-là, et effectivement, autour de 9h30, 10h30, on a ce qu'on appelle la kill zone. Et effectivement, cette kill zone, elle est caractérisée par des moments très volatiles où il y a des liquidations, où il y a des tests de zone, et on vient effectivement prendre des stop-loss de part et d'autre pour imprimer des gros mouvements, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc c'est un concept qui est pas nouveau et qui date pas de Jane Street, et en fait, je pense que les gens se sont emparés de l'affaire pour expliquer un petit peu la baisse de Bitcoin et trouver surtout ce qu'on appelle un scapegoat, hein, c'est-à-dire un bouc émissaire. Mais en réalité, personne se plaignait de ce pattern-là, lorsque le Bitcoin était haussier bizarrement. Donc voilà, en fait, voilà, la kill zone, c'est vraiment un concept qui est intéressant et qui intervient très souvent à 15h30, c'est-à-dire à l'ouverture du marché US, 15h30 évidemment, heure française, donc UTC plus 1. Et ce qu'on constate, c'est que, eh ben, on a des gros patterns effectivement assez violent. Donc là, par exemple, on voit qu'à 15h45, c'était un peu après l'ouverture US, qu'est-ce qu'on fait? On vient prendre les liquidités de la session de Londres juste avant, et derrière on imprime un gros mouvement aussi. Et donc très souvent, la session US fait ce genre de mouvement. D'accord? Donc il y a pas de manipulation, c'est juste qu'il y a des gros acteurs qui sont en train de se faire la guerre euh, à partir de cet horaire-là, parce que bah, c'est simplement l'ouverture des marchés officiels aux États-Unis. Et là, bah, du coup, c'est les grosses institutions qui rentrent dans la partie, et forcément, ça se tape dessus à coups de millions. Et donc, c'est évident qu'il y a pas des manipulations, mais en tout cas des prises de liquidités massives. C'est-à-dire que la session US va venir prendre énormément de liquidités. Par exemple, ici, on pump énormément pour prendre les liquidités du week-end, de samedi au dimanche. On voit qu'on prend les liquidités, et derrière, le marché distribue tranquillement. Donc, c'est pas de la manipulation, c'est juste que le marché, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et il faut s'y préparer. Et malheureusement, les gens, quand ils sont pas préparés, ils sont prêts à tout pour expliquer la baisse de Bitcoin. Donc, c'est quand même assez drôle de voir que voilà, cette polémique autour de Jane Street prend de l'ampleur, alors que je pense que c'est une petite plateforme, enfin une petite institution, pardon, dans un gros monde institutionnel où il y a énormément d'acteurs qui se tirent à la bourre. Et donc je ne pense pas que ce soit une seule institution qui soit capable de faire dump le marché comme ça. Donc en tout cas, voilà, j'y crois moyen. Après, on verra ce qu'il en est sur le long terme, hein. Je regarderai un petit peu ce qu'il en retourne. Mais en tout cas, il y a eu des plaintes contre l'institution. Donc, plaintes, est-ce qu'elles vont aller au bout? Et est-ce qu'il y aura réellement quelque chose à prouver? C'est toute la question. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, je pense que c'est plus, voilà, comme d'habitude, hein, quand on est en bear market, il faut trouver des boucs émissaires. Pour le coup, FTX, Terra Luna, ça avait été des boucs émissaires un peu plus importants, dans le sens où il y a vraiment eu des gros crashs derrière. Mais c'est pareil, c'est des choses qui arrivent en fin de bear market. Et bizarrement, les gens se plaignent, mais ils se plaignaient jamais quand les institutions manipulaient à la hausse pour faire gonfler leur bague. Donc voilà, c'est un peu comme ça. Donc voilà pour ce petit aparté. Ensuite, on a eu du coup l'énorme pump depuis samedi. Et samedi, on a eu voilà, évidemment les frappes israéliennes, américaines sur l'Iran, la riposte iranienne, etc.
Et donc on voit que ça a intervenu à peu près, je me souviens plus exactement, mais j'imagine que c'était autour de cette énorme bougie rouge et on a eu un gros dump. Et effectivement, tout le monde pensait que le Bitcoin allait à zéro, alors qu'on était toujours dans un range, il n'y avait pas grand-chose à faire. On avait des niveaux intéressants, on est juste revenu reload dans cette zone où on avait beaucoup de volume, et derrière on est reparti tranquillement. Et en plus c'était largement prévisible si on regarde les datas. Donc je vais pas montrer forcément, enfin je montrerai peut-être après sur ExoChart, mais l'idée c'est que voilà, vous avez des plateformes qui sont gratuites comme CoinGlass. Voilà, samedi on a vu qu'on a eu un énorme dump du prix. On voit que ici on avait pareil de la vente, d'accord? Là au niveau du funding, on avait énormément de funding négatif et on avait de l'open interest qui montait. Donc en fait, toute cette zone ici, on le voit, hein, ici c'est des shorts qui se sont ouverts et une fois qu'on est arrivé là, les gens ont continué à shorter jusqu'au pump à ce niveau-là. Donc on voit très bien sur l'open interest. L'open interest il a continué de monter ici, d'accord? Et le funding a continué de descendre. Donc c'est-à-dire que là, il y avait que des shorts, et à partir de là, les shorts ont commencé de se fermer, on voit que les fundings baissent, on voit que l'open interest est en train de baisser, et on a eu ce gros pump qui est venu clôturer énormément de shorts à ce niveau-là. Et en plus, en parallèle, on avait le spot qui achetait. Donc là, c'était très clair qu'on allait tout simplement short squeeze tout le monde. En plus, bon, c'est avec des datas un petit peu avancées, on voyait qu'on avait énormément de liquidités à récupérer au-dessus. Donc finalement, c'était pas, voilà, c'était encore une fois, le coup classique de la bad news et on short le bottom et on se fait piéger. Donc voilà, un petit peu à la manière, des annonces de tarifs de Trump, en avril, où on a eu, du coup le dump, final avant le début, d'un nouveau bull market sur le marché. Donc voilà, coup classique, hein, en quelque sorte. En tout cas, si on regarde un petit peu, voilà, ce qui s'est passé, ben, finalement, on a effectivement, comme c'était prévu, on avait fait un petit call, sur le groupe à ce niveau-là. C'était il y a environ un mois, donc autour du 20 janvier, si je dis pas de bêtises, et j'avais, plus ou moins call, hein, après, j'avais pas de certitude à 100, mais en tout cas, on était sur effectivement des plus bas au niveau du pétrole, mais on avait des actions, liées au pétrole qui commençaient de pump et qui commençaient, pardon, de montrer des signes de retournement, et donc j'en ai profité pour faire une vidéo aux membres du groupe et on avait, effectivement, des chances, et c'est ce qu'on a eu, par la suite, de venir, pump, du coup, pour, tout simplement profiter de la hausse sur le pétrole. Donc on a eu, du coup, cette sortie par le haut, donc j'avais fait la vidéo autour, ouais, c'était par là. Ça devait être, le week-end du 18 ou 19 par là, ouais, j'ai fait cette vidéo. Donc on avait cette trendline et on commençait à avoir effectivement des signes, avant-coureurs d'une hausse. Donc on voyait qu'on était toujours dans un énorme range en fait d'accumulation. Bon, c'est un biseau descendant et qu'il y avait de bonnes chances qu'on vienne minimum retester le biseau pour après reconsolider et repartir plus tard. Mais en fait, tout ce qu'on attendait, c'était un catalyseur. Et comme je l'avais dit dans la vidéo, notre catalyseur, bon, ça a été l'Iran, ça je pouvais pas le prédire, mais en tout cas, j'ai effectivement relayé le fait qu'on avait de la tension au Venezuela, on avait de la tension vers l'Iran, et ces tensions sont pas anodines. C'est-à-dire que l'Iran et le Venezuela sont d'énormes producteurs et exportateurs de pétrole, et que ça arrive à un moment où le marché est en phase de congestion et finalement de range, il n'y a pas de surprise. En fait, le marché attend toujours des catalyseurs pour pouvoir exploser. Et là, c'est chose faite. Donc je pense qu'on va avoir un petit bull run sur le pétrole. Ce qui est logique, hein, de toute façon, c'est des cycles. Donc là, on a une belle consolidation. Certains y verraient du coup un drapeau descendant ou un bull flag. Et il y a énormément de valeurs du coup qui ont pump par la suite. Donc on a aussi l'ETF Vanek sur lequel j'ai pris quelque part en janvier. Et du coup, j'étais sur une hausse de 25%, donc j'ai pris quelques bénéfices évidemment. Parce que comme on dit, bah, il faut investir au son du canon, je crois, et vendre au son du clairon, si je me trompe pas. Même si là, c'est un petit peu le contraire, parce que du coup, on vend un petit peu au son du canon israélien, mais l'idée est là en tout cas. Et puis du coup, ouais, il y avait pas mal de valeurs américaines qui ont été intéressantes à jouer. Donc moi, personnellement, j'en ai pas pris parce que j'avais suffisamment d'exposition sur l'ETF. Et je voulais pas être exposé à trop de valeurs non plus, parce que même si c'est toujours intéressant, hein. Mais voilà, on voit qu'il y avait finalement de très bonnes valeurs à suivre.
et je pense d'ailleurs qu'il y a toujours des coups à faire, hein. Il y a des valeurs qui n'ont pas forcément pump immédiatement, mais on voit que tout ce qui a été call, finalement c'est parti, to the moon. Et notamment du coup, Total qui, nous a fait bien plaisir avec, ce pump. Donc là par contre, je suis rentré au niveau des 50 si je dis pas de bêtises, c'était un peu plus bas. Ouais, j'étais rentré par là, c'était 55-57, c'était au niveau de l'extraction de ce range là, 57 je crois. Au moment où on commençait à titiller la rolling VWAP 1000 jours. Et du coup, bon une bonne hausse pardon de 30 en tout. Alors autant vous dire que j'ai vendu une bonne partie lundi, parce qu'évidemment quand on a des bonnes news, ou plutôt des mauvaises news, mais en tout cas bonnes pour le pétrole, il faut savoir prendre des profits aussi, parce qu'on va avoir une phase, je pense, de congestion avant éventuellement de reprendre la hausse. Ce qui est possible, hein, on peut avoir une belle hausse sur Total, on voit qu'au niveau des volumes, on est largement au-dessus de notre range. Donc on peut tout à fait avoir une petite période de consolidation, on essaie de créer de la valeur et ensuite de repartir à la hausse. Donc ce qu'il faudra voir, c'est est-ce qu'on a beaucoup de volume ici, acheteur, et donc vendeur, donc du volume tout court, ou au contraire, est-ce qu'on a finalement un fail auction et derrière on repart à la baisse pour rejoindre notre zone d'accumulation. Donc ça va être toute la question, même si je pense qu'effectivement on devrait avoir, finalement un petit peu de hausse sur les actions liées au pétrole. Même si, il faut garder aussi dans le même temps à l'esprit que, eh ben, on a un marché américain qui commence à montrer des gros signes de faiblesse. Donc je l'avais déjà dit lors de la dernière vidéo, ça se précise et je reste toujours, finalement assez bear pour le mois de mars. Je pense qu'on va vraiment avoir une correction sur, le SP500. Correction, violente, c'est possible. Maintenant, on peut avoir des zones de rebond intermédiaires, c'est pas impossible que tout simplement on ait, beaucoup de chop parce qu'on n'a pas vraiment de raison, macro, enfin macro, géopolitique oui de baisser, mais au niveau macro, l'économie reste quand même assez résiliente donc on peut avoir en fait un chop, de ce style. On descend tranquillement et après on a des zones effectivement, intéressantes à aller chercher, notamment notre ligne VWAP 1000 jours à ce niveau-là, plus le FVG on a formé et on a des volumes, intéressants à aller chercher, dans ces zones. Donc voilà à quoi je m'attends en tout cas sur SP500. Je pense que là, on a cassé beaucoup de niveaux intéressants. Alors c'est vrai que la clôture est plutôt intéressante dans le sens où on n'arrive pas à clôturer en dessous. Donc pour le moment, tant que ça tient, ça laisse un espoir. Mais maintenant, la pression commence à... Voilà. On est en dessous de notre ligne VWAP 30 jours et 90 jours. On voit à chaque fois qu'on commence à passer en dessous, bon, c'est pour aller dump plus bas. Donc est-ce que ce sera différent cette fois? Je pense qu'il faut être encore un petit peu patient, mais à mon avis, on risque d'avoir des shorts à jouer, ou en tout cas des positions à renforcer si le SP500 venait à corriger. Donc c'est aussi la même chose sur les autres marchés, hein. Donc le CAC 40 assez décevant parce que du coup, bon, on avait quand même un breakout qui était vraiment intéressant. On cassait dans cette énorme résistance. Mais malheureusement, le timing est vraiment dégueulasse, puisque avec la guerre en Iran, bah, ça met forcément du plomb dans l'aile dans l'économie française et européenne, parce qu'on est quand même très dépendant, nous, du pétrole qui vient du Moyen-Orient. Et actuellement, bah, on voit bien que c'est catastrophique, hein, puisque non seulement le détroit d'Ormuz va être fermé, mais ça veut dire aussi qu'il y a énormément de pays du Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, le Koweït, etc., qui ne peuvent pas forcément exporter leur pétrole comme ils le veulent. Donc je pense que, on peut avoir finalement, et ben, un fail auction, hein, où on a un faux pump et on revient dans le range et on va retravailler toute cette zone. Est-ce qu'on ira, aussi bas que les 7 665? Ce serait vraiment un dump énorme. J'y crois moyen, je pense qu'on va continuer à stagner. Maintenant, il faut garder à l'esprit que vu qu'on n'a pas réussi à casser, par le haut, cette figure, normalement, cette figure chartiste est une figure plutôt bearish, d'accord? Donc, a priori, ce qui risque de se passer, c'est un biseau ascendant, donc c'est plutôt de casser. Et si on casse, bah, sur le retest, là, tu peux te placer en short, mettre ton SA ici et jouer la baisse au moins à ce niveau-là. Bon, on n'y est pas évidemment, pour le moment, on reste sur une grosse correction, ça dépend évidemment aussi de la géopolitique. Si on arrive à trouver une solution et que la paix revient durablement dans la région, on peut avoir effectivement un CAC 40 qui se reprend, mais actuellement, ça reste quand même assez bearish quoi, compte tenu en plus de la géopolitique.
Donc même chose du coup pour le Nasdaq qui est en train de décrocher petit à petit. On reste toujours sur, ce volume et on a toujours effectivement, en gros, hein, cette zone à tenir. Heu, c'est toute cette zone qu'il faut tenir, mais c'est particulièrement ce point bas qui est le dernier point bas vraiment, intéressant et on n'a toujours pas fait de plus haut, depuis finalement octobre. Donc c'est quand même pas très bull, on est vraiment sur un roundabout, en sommet donc à mon avis, on a 2 zones intéressantes, ce serait d'aller taper du coup les 23 000, mais on a aussi un énorme gap à ce niveau ici, qu'on voit bien sur le volume, hein, qu'on manque de volume à ce niveau-là. Donc il y a plusieurs zones possibles, un premier scénario, ce serait de venir ici et de revenir direct, ou alors d'une correction plus profonde. Encore une fois, il faudra attendre encore un petit peu pour avoir vraiment une confirmation, mais effectivement, on voit que, bah, le momentum s'essouffle, hein, tout simplement. Pareil pour, le marché, allemand, je passe, hein, mais c'est globalement la même chose que le CAC 40. On avait un range dont on s'est affranchi et puis là, on voit qu'on recommence à revenir dedans. Donc on a un beau rebond sur la rolling gap, 365 jours, ce qui est plutôt positif, mais maintenant c'est une zone qu'il faut tenir. Sur le Russell, c'est pareil, donc on avait eu, la possibilité effectivement, enfin j'ai envisagé la possibilité d'avoir un petit pump sur le Russell qui généralement pump lorsque le SP500 et le Nasdaq sont un peu plus faibles. Mais là, avec, du coup, les news, de l'Iran, bah, forcément, ça a un petit peu mis son grain de sable, dans cette machine. Après, bon, le Japon, pour le moment, ça reste assez solide, mais malgré tout, on a quand même une belle bougie de ravalement. Le marché chinois, Shanghai, du coup, ça tient plutôt bien malgré effectivement, les mauvaises nouvelles. Donc on reste plutôt bull et l'or, qui, du coup, a pump et dump. Donc là, pour le moment, on est quand même sur un ravalement, assez intéressant. Heu Personnellement, je m'attendais à ce que, au moment où j'ai fait la dernière vidéo, je m'attendais plutôt à ce que le gold coule, mais pour des raisons, en interne, sur la petite structure, en fait, c'était assez bull et c'était assez prévisible qu'on pump, mais en plus de ça, on a eu du coup la news iranienne qui nous a vraiment fait pump, assez méchamment. Malgré tout, je pensais réellement qu'on allait avoir un ATH, plus rapidement. Là, on voit qu'on consolide. Est-ce que c'est le début d'une nouvelle phase baissière et en fait d'une forme de range ou d'une chute plus profonde? Ça reste, compliqué de se prononcer étant donné qu'on reste quand même sur une tendance qui est très haussière. On reste toujours au-dessus finalement de la rolling VWAP 30 jours. Donc tant que c'est le cas et on a la rolling VWAP 90 jours en renfort, bah, je pense qu'on est toujours haussier, sur le gold, mais on n'est pas à l'abri effectivement de revenir retester, cette zone ici, des 90 jours, donc 4 767 environ. Donc le gold pour le moment c'est assez, voilà, il faudrait vraiment que je me penche dessus, sur l'aspect technique, mais il me semble bien qu'on a quand même un beau dump. Derrière le retracement, on voit qu'on galère quand même à retracer. Il n'y a pas une force vraiment excessive, donc là je pense qu'on est quand même parti pour une baisse et à minima je pense aller chercher du coup, cette zone des 90 jours, voire un peu plus bas, quoi. Donc voilà, après je passe, hein, sur l'argent, sur, platine et le cuivre, bah, c'est pas extrêmement bull, on voit qu'on est en train de ranger. On a le dollar qui reprend des forces par rapport à l'euro, donc à voir comment ça va se jouer, à l'avenir, mais en tout cas, pour le moment, je reste assez confiant sur le fait qu'on aura quand même un petit crash, bah, du coup, pendant le mois de mars. Donc c'est pour ça que pour le moment, je vais absolument rien faire, ni sur, le marché, ni, sur les alts ou, sur Bitcoin, en spot en tout cas. Après, court terme, oui, il y a toujours des possibilités évidemment, mais bon, faut garder à l'esprit qu'on est quand même pas extrêmement bull. Si on regarde, un petit peu du coup la macro, au niveau, de la crypto, bah, c'est pas, super folichon, hein. C'est-à-dire que, en gros, alors on va passer sur les alts parce qu'on a que les structures baissières pour le moment, hormis quelques altcoins qui ont montré quelques signes de vie, mais globalement, voilà. On voit qu'au niveau de la market cap, dominance de BTC, on est finalement en train de stagner. Donc, est-ce qu'on ira plus bas? Bah, en fait, c'est pas du tout sûr, hein. Si on met la Renivap, 1000 jours qui est, du coup ici, et ben, on voit qu'on est sur un support. Donc, on est en train de consolider dans cette zone tout simplement. Donc, pour moi, il y a RAS. Tant qu'on repasse pas au-dessus des 365 jours, on reste dans un range entre les 1000 et les 365. Et donc, il n'y a pas de lieu d'appeler une alt season parce qu'il y aurait la dominance, du BTC qui baisse. Pour le moment, tant qu'on casse pas cette 1000 jours, pour moi, BTC reste le king, donc rien à dire.
Et du coup après on a, ETH contre Bitcoin qui est vraiment, voilà, en train de galérer. On n'a même pas réussi à aller chercher finalement notre zone, des 1000 jours. Donc on est toujours en fait dans une phase baissière, hein. On n'a pas vraiment, grand chose d'autre à attendre, sur ETH. Donc pareil, quand on regarde, finalement le marché crypto dans son ensemble, en excluant le top 10, on voit qu'on est vraiment, un petit peu en galère, même si on a eu, voilà, une petite période de range où la volatilité se tasse. Mais je pense qu'à mon avis, il faut attendre encore un petit peu avant de commencer vraiment à accumuler sur les alts. Et du coup, on a aussi, la, dominance du coup, du marché crypto. Et pour le moment, bah, c'est pareil, on reste en dessous de la rune VWAP 365 jours qui jusque-là nous a bien servi, de résistance et pour le moment, bah, on n'arrive pas à la casser, donc on reste bearish jusqu'à preuve du contraire. Il faudrait vraiment qu'on repasse minimum au-dessus des 365 jours et en fait au-dessus des 1000 jours pour avoir, quelque chose, d'intéressant. Pour le moment, on voit que voilà, 90 jours et 30 jours, on est en train de consolider un petit peu au-dessus, mais en fait, de la même manière qu'on l'a fait ici, de la même manière qu'on l'a fait ici et pour moi, il n'y a rien de boule dans cette charte actuellement. Donc voilà où on en est actuellement sur le marché crypto. Donc je pense que voilà, si vous avez un petit peu de cash de côté, ça peut être intéressant d'attendre encore un petit peu. Sur BTC, on n'est pas à l'abri d'avoir un retest de la zone des 74. J'avais évoqué la zone des 80K possiblement, mais je pense que ça va être compliqué compte tenu en plus du momentum au niveau géopolitique. On garde malgré tout voilà, une zone intéressante ici, on a un EVG, on a plusieurs zones qui peuvent être intéressantes que j'ai évoqué du coup, lors des dernières vidéos. Mais, vraisemblablement ce qu'on devrait aller tester, c'est surtout, notre zone ici, donc, le précédent, point low, d'avril, donc au niveau des 74 000. Je pense que c'est plutôt ici qu'on devrait avoir un coup d'arrêt sur, BTC. En tout cas, on est bien parti, je pense, pour casser, cette trendline baissière. On est encore une fois sur, une trendline classique et derrière sur le retest, pourquoi pas longue et jouer au moins, je pense, les 72-73K. J'ai mis un alert ici parce qu'en fait, on a effectivement une zone intéressante à ce niveau ici. Et ce serait une zone de TP potentielle ou de short pour poursuivre la baisse. Malgré tout, si on a des news bullish et qu'on voit qu'il y a beaucoup de momentum sur BTC, il y a une possibilité d'aller au 80K que je n'exclus pas. Mais pour le moment, on reste voilà, dans ce range, même si je pense qu'on est parti, on voit que là, on a quand même énormément de force. Et sur le TPO, bah, on a de la liquidité à aller chercher plus haut. Donc ça fait sens d'aller au moins aux 70K, voire un peu au-dessus. On a des zones de POC au-dessus à aller chercher. Sachant que derrière, on laisse aussi des liquidités en bas. Donc est-ce qu'on va d'abord pump et ensuite dump assez rapidement pour prendre tout? Ça va être la question. Mais dans tous les cas, on laisse des liquidités ici et je pense qu'elle sera visée, tôt ou tard. Voilà, donc c'est tout pour moi, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Puis je vous dis, à la prochaine